vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonjour à tous et bienvenue à Connaissez-vous. Encore une fois cette semaine, ça me fait plaisir de vous accueillir, de vous présenter une nouvelle invitée qui, encore une fois, a plein de choses à nous raconter. Mais avant tout, j'ai aussi le goût de vous partager une petite histoire que j'ai vue passer là, dans nos lettres de diffusion et sur les réseaux sociaux et qui m'a beaucoup interpellé dans le sens où ça m'a beaucoup touché. C'est un peu long, mais quand même, je vais vous la lire et vous en tirerez ce que vous avez envie d'en tirer. Mais j'avais envie de vous partager cet article-là dont la lecture va comme suit. Trois-Rivières, les traîneaux du bonheur. Une chronique d'Isabelle Légaré, publiée le 15 janvier 2022, le Nouvelliste numérique. La première fois que des parents ont fait appel à lui, c'était pour lui parler de leur garçon âgé d'environ 8 ans, se souvient Douglas Blanchet. Ils l'ont raconté que l'enfant, lourdement handicapé, passait ses journées planté devant la télé, lui qui rêvait de jouer dans la neige comme tous les jeunes de son âge. L'été, il y a le fauteuil roulant et la poussette, mais l'hiver, c'est excessivement dur de sortir de la maison, a vite compris celui qui se présente comme un patenteux, un terme bien de chez nous pour désigner un bricoleur qui crée des trucs ingénieux avec ce qu'il a sous la main. Confie-moi un problème et je vais essayer de trouver la patente qui répond aux besoins. Concède Douglas en toute modestie. Le couple avait contacté l'homme. Et là, les pages sont collées. Donc, l'homme de Trois-Rivières, en se disant qu'il aurait peut-être une idée pour permettre à leur fils de goûter lui aussi aux joies de l'hiver. L'artisan a réfléchi à son affaire et a eu la bonne idée de réinventer le traditionnel traîneau en bois pour bébé. Il a mis au point un modèle ajusté à la taille de l'enfant dont le manque de tonus musculaire l'empêchait de demeurer en position assise. Des rebords ont été ajoutés de chaque côté du dossier, de même qu'un système de courroies de sécurité. Son passager allait donc rester bien en place durant une promenade sur un sentier enneigé ou en glissant sur la butte dans la cour arrière de la maison. Ravis du résultat, les parents ont remercié le sympathique monsieur pour les précieux moments vécus avec leur fils durant cet hiver-là, son dernier. Il est décédé quelques mois plus tard. Je suis fier d'avoir pu lui arracher quelques sourires, partage Douglas en repensant à cet enfant armuré dans son corps, mais qui avait toute sa tête. Ajoute-t-il avec émotion. C'est à lui qu'on a demandé de fabriquer l'urne funéraire du garçon. C'était il y a 3 ans. Âgé de 68 ans, Douglas Blanchet est un habitué des réseaux sociaux où son nom s'est mis à circuler parmi les parents d'enfants handicapés. Au fil des bordées de neige, on a sollicité son habileté manuelle pour leur permettre d'aller glisser en famille comme tout le monde. Ce passionné du bois fabrique un traîneau à la fois, à son rythme et sur mesure pour celui ou celle à qui le fruit de ses longues heures de travail est destiné. Je le fignole au bout.
Lorsqu'il est dans son atelier, ce grand-père a une pensée solidaire pour les parents dont le quotidien est forcément bouleversé par la situation de handicap de leur fils ou de leur fille. Ça a des répercussions sur leur couple, sur leur travail, etc. Ils consacrent leur vie à leur petit ange. C'est une vocation. Au cours des derniers mois, Douglas a créé un traîneau aux allures de trottinette des neiges afin qu'un parent et son enfant puissent dévaler les pentes ensemble. Cette fois, aucun obstacle sur leur chemin, seulement du fun noir sur la piste blanche. Des enfants qui s'amusent, c'est la plus belle musique au monde. Ce cher Douglas ne saurait mieux dire lorsqu'on jette un coup d'œil aux différentes photos et vidéos que lui font parvenir des parents dont le sourire est aussi éclatant que celui de leur progéniture. Prenons l'exemple de Zachary, 4 ans et demi, de Shawinigan. Une malformation congénitale du cerveau est la cause de son retard global de développement. Zach a l'âge mental d'un enfant d'1 an et demi, précise sa maman, Joanie Simard-Marquis, avant de mentionner que ce grand frère, comme combien déterminé, a commencé à manger au cours de la dernière année. Zachary n'aime pas beaucoup l'hiver, alors qu'il lui faut enfiler des grosses bottes et des vêtements épais pour rester au chaud. Le 1er janvier dernier, par contre, journée où le garçon a essayé pour la première fois son nouveau traîneau adapté à sa condition, il est resté plus d'1 heure à l'extérieur sans rechigner. Son sourire fendu jusqu'aux oreilles en dit long sur sa bonne humeur durant la descente avec sa mère qui n'oubliera jamais cet instant de pur bonheur. Douglas est très heureux et dépassé par la situation. C'est fou, cette année, ça a explosé, je ne fournis pas. Une commande n'attend pas l'autre. Des gens lui ont même écrit de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, du Yukon et de la France. Impossible pour lui de répondre à la demande. Il n'a pas le temps, l'espace ni tous les outils. Douglas n'est pas un entrepreneur, encore moins un commerçant. Il est un patenteux qui veut le rester. L'artisan passe aujourd'hui le flambeau à Monia Lacasse, présidente de l'entreprise Les Pliages de Masquinongé, Inc., à Louisville. On ne s'étonnera pas d'apprendre que Douglas lui donne son prototype sans rien demander en échange. Sa seule condition, que les traîneaux continuent d'être faits avec le cœur. Aucun souci, la femme entrepreneur est honorée de prendre sa relève. Les belles initiatives, ça remonte le moral et ça revigore l'espoir, écrit-elle dans un courriel accompagnant le dessin du traîneau repensé par son équipe. L'entreprise n'a pas perdu de temps depuis la visite de Douglas à la mi-décembre. Monia a senti l'urgence de la situation. M. Blanchet a besoin d'aide pour combler ces petits cœurs pris dans leur corps. La production des 3 premiers traîneaux commencera dès lundi. Cela permettra de régler les derniers détails, de faire des tests de résistance, de maniabilité, de glisse. Ça nous aidera à apporter d'autres améliorations ou modifications, explique celle qui entend également s'ajuster aux commentaires que pourrait lui faire
des parents d'enfants handicapés. Après tout, ils sont les mieux placés pour identifier les besoins. La production de 15 à 30 autres traîneaux suivra au cours des prochaines semaines. Sur ce, tenez-vous prêts, la population sera prochainement appelée à jouer un rôle concret dans cette histoire. Si vous avez des vieux skis poussiéreux au sous-sol ou dans le garage, c'est le temps de leur offrir une deuxième vie et des plus honorables. Arrêtez de les jeter, ça peut servir. Douglas Blanchet parle en connaissance de cause. Le bricoleur les utilise pour patenter ces traîneaux du bonheur. Une autre excellente idée que Monia Lacasse récupère pour continuer sur sa lancée. Je vous l'avais dit que c'était un peu long, puis là, quand j'ai tourné la dernière page, je pensais pas qu'il en restait si peu, par exemple. Alors voilà, je vous ai fait part de une excellente initiative. Je trouve que c'est extraordinaire et c'est ça qu'on veut dans la société. Ce sont des gens qui partent des fois de pas grand-chose, qui ont des idées et qui les mettent au profit de ceux qui en ont besoin. Et mon invitée d'aujourd'hui, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle met sur pied des projets inclusifs et intéressants pour nous. Cette semaine, notre invitée est Audrey-Anne Bouchard. Cette semaine, je m'entretiens avec quelqu'un dont c'est la première fois que je m'entretiens avec elle. Et je trouve ça très intéressant aussi parce que, c'est ça un peu le principe de l'entrevue de Connaissez-vous, c'est de se dire des fois qu'est-ce qu'on dit avec les personnes qu'on rencontre pour la première fois. Et mon invitée, elle s'appelle Audrey-Anne Bouchard. Peut-être que vous avez déjà entendu son nom quelque part. Si oui, bien tant mieux. Et sinon, vous allez la découvrir aujourd'hui avec moi. Tout d'abord, bonjour Audrey-Anne. Bonjour Martin. Merci beaucoup d'accepter de participer à ton tour à Connaissez-vous. On est rendu à déjà plus de 180 entrevues, donc 190 entrevues, pas loin. Donc, ça fait beaucoup de monde, mais il y a encore de la place pour rencontrer et découvrir d'autres personnes. Félicitations. C'est vraiment inspirant, toutes ces personnes très inspirantes que vous avez déjà interviewées. Bien, je pensais pas non plus aller aussi loin, mais les gens embarquent, alors on peut pas se plaindre trop dans ce temps-là. Si tu es d'accord, Audrey-Anne, j'aimerais ça qu'on commence peut-être par le début et que tu nous dises un peu à quelle époque tu es née et à quel endroit. Oui. Alors, moi, je suis née en 1984 dans la région de Québec, dans la ville de Québec, où j'ai vraiment vécu là, toute mon enfance, mon adolescence. Je suis déménagée à Montréal à l'âge de 20 ans pour étudier à l'université. OK. Alors, ça fait de moi une personne de 37 ans aujourd'hui. Ouais, t'es l'âge de mon petit frère. Et toi, est-ce que tu avais déjà un problème de vision à la naissance, à l'enfance? Alors, moi, non. Pas qui était connu ou qui était perceptible du moins. Okay. J'ai eu le diagnostic de la maladie de Stargardt, qui est en fait une forme de dystrophie maculaire, mais c'est une condition dégénérative. Alors, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment une bonne vision. Et puis, c'est vraiment vers l'âge de 16 ans, je dirais, que j'ai commencé à réaliser que ma vue baissait. Mais ça a quand même pris un certain temps là avant d'arriver au diagnostic précis. Au départ, on pense qu'on a besoin de lunettes et tout ça, donc je faisais ces démarches. Puis finalement, à force de faire des tests, on s'est rendu compte que le problème était plus complexe que les lunettes pouvaient pas régler ça. Donc la maladie de Stargardt,
c'est une maladie congénitale. Donc, ça veut dire que je suis comme née avec cette maladie-là, mais ça s'est développé tranquillement. Donc, j'avais une bonne vue jusqu'à l'âge de 16-17 ans. OK. Mais si tu permets, on va quand même essayer de faire un petit portrait de ton enfance. Est-ce que tu es né dans une grosse famille? Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur. OK. Plus jeune. OK. Et quel genre d'enfant tu étais, toi, plus jeune? Est-ce que tu étais quelqu'un qui bougeait beaucoup, qui jouait à l'extérieur, qui avait beaucoup d'amis, ou si tu étais plus tranquille à l'intérieur? C'était quoi un petit peu ton enfance? C'est une bonne question. Je pense que c'était un mélange des deux parce que avec ma sœur, mes parents nous inscrivaient dans toutes sortes d'activités. Donc, très jeune, on faisait du ballet, du ski alpin, du patin. On jouait beaucoup. J'ai grandi sur une rue en banlieue, assez calme. Donc, on jouait beaucoup les enfants dans le quartier, dans la rue, tout le monde ensemble. Mais j'ai toujours aussi beaucoup aimé lire, dessiner, toutes ces activités qui sont un peu plus solitaires et plus calmes. Donc, je dirais un bon équilibre. Ben, c'est bien ça, parce qu'au moins, bon, tu touchais un peu à tout, puis tu n'étais pas toujours toute seule à l'intérieur, mais tu étais capable aussi d'être justement plus calme de ton côté. Absolument. Et à l'école, est-ce que tu as des bons souvenirs de ça? Est-ce que tu étais quelqu'un qui aimait l'école? Oui, j'aimais beaucoup. J'ai aimé l'école jusqu'à la fin. Après la maîtrise, je me suis dit, bon, là, c'est bon. Mais j'ai vraiment aimé l'école jeune. Et puis, j'ai eu la chance de faire un programme d'anglais intensif aussi au primaire. Donc, de changer d'école, de rencontrer d'autres personnes. Mais j'aimais beaucoup les arts à l'école aussi. Tout ce qui était les options, arts plastiques, la danse et tout ça. Mais oui, à chaque année, j'étais excitée quand l'école recommençait. Et changer d'école, changer de groupe d'amis, tout ça, c'était pas quelque chose qui t'inquiétait? Au contraire, t'aimais ça? Ben, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Sûrement que plus jeune, il y avait un petit lot d'inquiétude qui venait avec ça, mais j'ai quand même eu cette chance-là dans la vie d'avoir une facilité à aller vers les gens, puis à me faire des amis. Donc j'étais chanceuse de ce côté-là. Et au niveau des matières, tu parlais de l'anglais, donc l'anglais, c'était pas quelque chose qui t'inquiétait trop. Mais qu'est-ce que tu aimais comme autre matière? J'aimais beaucoup le français, les arts, j'aimais bien aussi. Je me rappelle surtout que pour moi, les mathématiques, c'était trop difficile. OK. Puis tout ce qui était de l'ordre de la science. Donc, tout ce qui était plus dans les lettres, l'histoire aussi, j'aimais beaucoup l'histoire. J'aime encore beaucoup l'histoire. Donc, ouais. Tout ce qui était plus de l'ordre de la communication, des lettres, des arts. Ça a toujours été dans mes matières préférées. Dans tes forces, là. Ouais. OK. Donc, quand tu es arrivé, comme le temps du secondaire, penser à ce qu'on ferait après, tout ça, est-ce que, bon, on sent que tu t'es dirigé vers ça? Est-ce que c'était clair pour toi à ce moment-là? Ça commençait à se clarifier au secondaire. C'est sûr que je me rappelle très bien que à peu près au milieu du secondaire, j'avais une envie d'aller dans le milieu de la publicité, des communications. Je me voyais pas nécessairement artiste à proprement dit, là. Je voyais un métier qui allait me demander d'être créative. Puis en fait, c'est une fois que j'ai commencé mes études au cégep en art, où là, j'ai réalisé que beaucoup de tout ça, mais en tout cas à l'époque, moi c'était au début des années 2000, c'était beaucoup par ordinateur maintenant, tout ce qui était du travail
de communication graphique. C'était vraiment ça le programme du moment, je dirais. Là, les étudiants qui étaient en art visuel voulaient beaucoup s'en aller en graphisme. Puis c'est là que j'ai réalisé que moi, j'aimais vraiment travailler avec les gens et que le travail à l'ordinateur m'interpellait un peu moins. Donc, c'est là que j'ai changé de voie, en fait, au moment de terminer le cégep. Je me suis dit, je m'en irais plutôt faire des études en scénographie. Donc, de créer des décors, des costumes pour des spectacles. OK. Mais je dirais que jusqu'à la fin de mon cégep, j'avais aucunement envisagé ça. OK. C'est venu vraiment comme un petit peu plus tard quand tu as comme compris que le programme dans lequel tu étais t'atteignait un peu moins, là. Oui, c'est ça. Ben là, j'étais vraiment dans un programme très vaste. C'était art et lettres, donc il y avait plein de possibilités qui s'offraient à moi. Mais je dirais que, en fait, j'ai eu recours au service d'orientation des écoles, où ils ont plein de conseillers, puis justement plein de guides. Puis c'est tout simplement que j'étais pas consciente que ça pouvait exister de faire ce métier-là avant. Je pensais pas, quand j'ai trouvé un programme qui s'appelait Design for the Theater à Concordia, à l'Université Concordia à Montréal, j'avais aucune idée qu'on pouvait même étudier ça. Donc c'est vraiment en utilisant les ressources qui étaient là que je me suis dit, OK, on peut aussi faire ça. OK. En voyant un peu plus large de tous les programmes offerts. Oui, tout à fait. Et c'est là que tu es déménagé à Montréal? Exactement. Et ça, est-ce que ça a été un gros changement, ça, déménager? J'imagine que tu étais venu de temps en temps quand même voir un peu comment c'était. Tout à fait. En fait, avec ma mère, on venait des fois passer une journée aller-retour à Montréal pour manger des sushis au restaurant ou des choses qui n'étaient pas encore très populaires à cette époque-là à Québec. OK. Ouais, donc c'était vraiment exotique pour moi, Montréal. Puis, quand j'étais venue faire moi, en fait, aussi, j'ai quitté la maison de ma mère en déménageant à Montréal. Tu sais, donc, j'avais pas eu l'occasion d'habiter par moi-même, d'être autonome complètement. C'est qu'il y avait le changement de ville puis le départ de chez ta mère. Oui. Mm-hmm. Le départ de chez ma mère. Puis, c'est sûr que là, j'avais commencé à perdre un peu la vue. Donc, je dirais que le plus gros, comment dire, pour moi, le plus gros bonus de Montréal, c'était le métro. Oui. Absolument, parce que venant d'une ville, tu sais, d'une banlieue de Québec où les autobus le service d'autobus était pas très bien desservi et donc je pouvais pas conduire. J'avais appris que je pourrais pas conduire dans ma vie. Le fait d'arriver à Montréal puis d'avoir un système de transport en commun qui me permettait vraiment de me déplacer, d'aller voir des spectacles, puis de ne pas avoir besoin de tout le temps consulter les horaires pour savoir à quelle heure passe le métro ou l'autobus. C'était vraiment une liberté très une grande autonomie, là. Mm-hmm. Oui, puis j'étais impressionnée. Tu sais, j'en revenais pas de voir que ça fonctionnait comme ça, que c'était simple, puis c'est excitant aussi de venir étudier les arts du spectacle à Montréal, qui est quand même une ville où il y a beaucoup de spectacles, beaucoup d'artistes. Donc j'étais quand même assez emballée. Mais si on revient juste un peu à la découverte, là, dans le fond, du problème de vision, là, tu disais que tu avais 16-17 ans dans ce temps-là, donc tu étais comme à la fin du secondaire? Oui, j'étais à la fin du secondaire quand ma vue a commencé à baisser, mais j'étais au cégep quand ça a pris environ 2 ans avant de mettre le doigt sur Stargardt. Après plusieurs hypothèses, plusieurs spécialistes différents, et j'étais bien avancée dans mes études en arts visuels.
j'avais déjà eu des aides, j'avais recours aux aides par le biais du Centre de réadaptation à Québec. Mais même si le Centre de réadaptation me disait oui, tu as un handicap visuel, on savait toujours pas c'était quoi la source. Puis ensuite, c'est ça, on a fini par trouver que c'était Stargardt. Mais sauf que bon, tu sais, au début, tu disais, bon, je pensais que j'avais besoin de lunettes et tout. Puis là, bon, ben c'était un peu plus sérieux que ça. Mais est-ce que ça t'a... Puis là, tu disais, bon, j'ai eu besoin d'adaptation. Mais ça s'est fait un peu comment la transition de ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quelle adaptation tu avais besoin à ce moment-là? Oui, absolument. Ben en fait, moi, la manière dont ma vision est affectée surtout, c'est que j'ai perdu la vision centrale. Okay. C'est comme si j'avais un angle mort dans chacun de mes yeux au centre. Mais c'est difficile à comprendre parce que je vois pas un trou noir ou une tache ou quoi que ce soit. C'est vraiment comme en regardant tout droit devant moi, il y a une voiture qui arrive de droite puis qu'elle s'en va vers gauche, puis là je continue à regarder tout droit. Au moment où elle arrive au centre de mon œil, je la perds, tu sais, puis là, oups, elle ressort à gauche. Fait que c'est vrai. Ça m'a pris un certain temps à comprendre pourquoi je voyais pas, qu'est-ce qui se passait. Donc, il y a un côté où j'ai toujours trouvé ça fascinant aussi, puis j'ai été suivie par des super bons spécialistes. Donc, j'étais impressionnée de tout ce qui existe comme aide à l'adaptation, puis à quel point la science est avancée. Donc, ce qui m'aide, moi, comme aide visuelle, c'est de rapprocher ce que je regarde, donc de grossir, parce que, par exemple, si je regarde quelqu'un qui est à 6 mètres de distance de moi, ben, peut-être qu'il va me manquer sa tête. Ouais. C'est dans mon champ visuel, tandis que si la personne est vraiment près de moi, ben là, il va peut-être me manquer un œil ou son nez, tu sais, si je déplace mon regard, donc je suis plus à même de déchiffrer le regard. Même chose quand je vais lire. Si l'information est loin de moi, il va me manquer des bouts de phrases, mais si l'information est proche, il va me manquer une lettre qui va me permettre quand même de deviner c'est quoi le mot. Donc j'avais des jumelles qui étaient un peu le style jumelles à l'opéra qui me permettaient de voir, par exemple pendant mes études, de voir sur la scène de plus près ce qui se passait. Ensuite, j'utilisais une télévisionneuse pour la lecture et pour les documents, tout ça. Donc, c'est comme une caméra tu mets ton livre à plat, puis la caméra te transmet l'image de ton livre sur un écran en direct, qui permet vraiment puis tu peux ajuster la grosseur, le contraste de couleur. Fait qu'il y a beaucoup d'options pour permettre de faciliter la lecture. Oui, puis on peut grossir quand même beaucoup, là. Oui, on peut grossir énormément. Puis, quelque chose que j'étais moins à l'affût, c'est que pour ce qui est de la maladie de Stargardt, le soleil dégage beaucoup de vitamine A. C'est ça, en fait, qui contribue à la dégénérescence de la vue dans mon cas. Donc, faut que je porte des verres fumés tout le temps. Alors ça, je le savais pas, mais on m'en a fourni aussi. Des très bons avec ces différentes possibilités de couleurs qui me permettent de bien voir les contrastes aussi et tout ça. OK. Et tu disais, bon, à un moment donné, j'ai appris que je pourrais pas conduire, puis tout ça. Est-ce que ça a été un gros deuil à faire pour toi, comme ça, quasiment rendu à l'âge adulte, ou si quand même t'es passé à autre chose assez facilement? Oh non, ça a été un gros deuil, puis ça l'est encore. OK. Pour moi, ça l'est encore. Je me débrouille très bien à Montréal, puis j'ai vécu ensuite en France, j'ai vécu dans le sud de la France, j'ai vécu en Belgique, à Bruxelles. Je me suis quand même promenée dans le cadre de mes études, puis je me suis toujours bien déplacée. La différence, je trouve, ici, au Québec, par rapport à l'Europe, mettons, c'est que
on n'a pas, tu sais, si on va aller en nature, ben, c'est vite beaucoup plus long et plus laborieux, là, si on n'a pas de voiture versus à... Ouais, je trouvais quand même qu'en Europe, avec tout le système de train, c'était vraiment facile d'aller d'une ville à l'autre, d'aller à la campagne. Donc ça, c'était un bel atout. Ici, quand j'ai envie de sortir de Montréal, je trouve ça difficile. C'est en plus, là, avec la pandémie, avant, je sortais beaucoup avec des amis, ou là, ben, c'est plus limité. C'est vrai. Ben oui, tout est un peu plus compliqué en partant pour tout le monde, mais là, c'est ça. Avec la pandémie, c'est encore plus... C'est ça. C'est ça. Puis je dirais qu'avec mes aides, tu sais, maintenant, je lis beaucoup de livres audio. Ça m'a pris du temps à développer ce goût-là de lire des livres audio, mais tu sais, je peux avoir cette passion-là de la lecture. J'utilise encore la télévisionneuse pour grossir les informations. Donc, je me débrouille quand même bien, mais il n'y a rien qui peut remplacer la conduite automobile. Tu sais, c'est à ce niveau-là que des fois, je me dis, bon, ça serait comme mon souhait de pouvoir conduire un jour. Sinon, je vis très bien avec ma condition. OK. Et revenons à l'arrivée à l'université à Montréal. Ça a été... Oui. Tu disais, bon, Montréal pour le transport en commun, le métro, puis tout ça. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, est-ce que ça a été... ça a été une belle expérience? Ça a été une belle transition? Oui, absolument. Ça a été une très belle transition. Puis j'ai étudié dans un programme à l'université où on était environ 16 personnes, je pense. OK. Oui, donc c'était vraiment un petit programme. Puis on est devenus proches très rapidement avec les autres étudiants. Tu sais, je me suis abonnée dès la première année dans des théâtres pour aller voir des spectacles. C'était des choses que je faisais moins à Québec, tu sais, d'aller, je viens vraiment un peu plus du milieu des arts visuels, donc je connaissais moins le théâtre et tout ça. Alors là, d'arriver à Montréal, de découvrir ça, puis il y avait beaucoup de personnes avec qui j'étudiais qui venaient de Montréal, donc ils faisaient découvrir des endroits aussi. Puis j'ai aussi fait la transition vers l'anglais parce que j'étudiais dans un programme à l'Université Concordia. Alors là, toute ma vie est devenue en anglais. C'est ça, là, parce que les cours étaient donnés en anglais. Oui, les cours étaient donnés en anglais. C'est sûr qu'il y avait beaucoup d'étudiants francophones aussi, puis on s'est vite rassemblés ensemble comme amis. Mais donc j'étais aussi tout le temps en contact avec le français, mais je trouvais ça intéressant, tu sais, d'avoir ce côté-là en anglais. Puis bon, Concordia, c'est juste la bibliothèque, tous les livres d'art qu'il y avait là. Pour moi, il y avait quelque chose de grandiose là-dedans. Donc, je me sentais vraiment à ma place. Un bon programme pour moi. J'étais vraiment emballée. Puis, oui, la transition s'est très bien passée. J'étais vraiment très heureuse à Montréal. Mais je suis encore. Oui. Oui. T'étais déjà bonne en anglais, là. T'avais déjà, à ce moment-là... oui. C'est ça. Oui, j'étais en anglais avancé à l'école à cause que j'avais fait ce programme-là d'immersion au primaire. Donc, oui, c'est sûr que c'est différent de faire un cours à l'école puis de le parler au quotidien avec des gens, mais j'étais assez à l'aise pour pas être gênée de le parler, puis de le pratiquer, puis j'ai créé des liens avec des amis anglophones, donc ça s'est vite mis en place. OK. Et là, bon, tu as fait ton cours à l'université, tout ça, et puis tu as parlé de voyage dans le cadre de ton cours. Est-ce que c'était ce même cours-là à l'université qui t'a amené à voyager ou si c'est arrivé plus tard? Oui, et en fait, ce cours-là, oui, c'était mon premier voyage en Europe. Donc, dans le cadre de mon bac à Concordia, j'ai fait une session d'université à Genève, en Suisse.
OK. où j'ai étudié l'histoire de l'art. Donc, ça a été, c'était ma première fois. J'étais allée souvent aux États-Unis avec mes parents en vacances quand j'étais plus jeune, mais là, c'était ma première fois de l'autre côté de l'Atlantique. Et j'ai fait ça avec une amie, une collègue de l'université. Ça a vraiment été une très belle année. Et au retour, après ça, je suis venue terminer mon bac à Montréal. Puis après, j'ai terminé mon bac en 2007. Puis après, j'ai appliqué, j'ai travaillé 2 ans dans le milieu du théâtre à Montréal. Puis en 2009, j'ai appliqué pour faire une maîtrise qui était un programme de maîtrise internationale. Ça s'appelait le Master Erasmus Mundus en études du spectacle vivant. Puis le but, c'est un programme qui était mis de l'avant par la Commission européenne. C'était vraiment d'amener des gens qui ne faisaient pas partie de l'Union européenne à étudier, à joindre des programmes d'études au sein de l'Union, mais pour diversifier la culture, puis diversifier la clientèle à l'intérieur des programmes. Donc je me suis retrouvée à aller à l'Université de Nice. Et comme c'était un programme de maîtrise internationale, l'idée, c'était qu'il fallait étudier dans 2 ou 3 pays différents pendant la maîtrise. Oh, OK. Donc, j'ai fait la première année. Oui, c'est ça. J'ai fait la première année à Nice. Puis là, ça a été quand même une grosse adaptation. Puis, je me suis dit, je me rappelle, j'avais fait la demande pour l'année suivante de rester dans le même pays pour la 2e année parce que je me disais, tu sais, de m'adapter à un nouveau lieu puis de recommencer 4 mois plus tard. Qu'est-ce qui était... C'était quand même intense. Ouais. C'est quoi qui était le plus différent? Qui a été le plus difficile? Ben, je dirais que le plus difficile... ça n'a pas été si difficile, mais c'était quand même de pouvoir, parce que tu sais, je pouvais pas voyager avec toutes mes aides visuelles. Mm-hmm. Donc, j'avais mes lunettes, des choses comme ça, mais par exemple, pour ce qui était de la télévisionneuse, tu sais, d'ouvrir mon dossier d'étudiante en situation de handicap, puis là, de familiariser avec les services, les aides, le transport en commun, ou tout ça, tu sais, puis après ça, de recommencer. C'est sûr qu'à Nice, c'était très petit, on pouvait presque partout à pied. Mais c'est ça, j'ai quand même, j'avais pas une télévisionneuse à la maison, mais j'allais lire tous les livres à la bibliothèque, sur la télévisionneuse qui était là. Puis, je pouvais avoir des accompagnateurs aussi, si j'avais des besoins spécifiques. Donc ça, c'était bien. Après, quand je suis arrivée à Bruxelles, c'était quand même un peu plus gros. Puis, je me suis un peu équipée différemment aussi. Je me rappelle, je m'étais acheté un écran externe pour mon bureau à la maison, des choses comme ça. Donc, oui, c'était quand même une adaptation, mais en général, on était encore une fois un même petit groupe d'étudiants étrangers, puis on se portait beaucoup dans tout ça. Donc, j'avais des amis, j'avais des gens autour de moi pour me soutenir puis m'aider. Donc, ça s'est quand même bien passé. OK. Donc, on comprend que tu avais demandé pour rester dans au même endroit, mais ça n'a pas été accepté? Ben, en fait, ça a été accepté parce que j'aurais pu aller à Bruxelles et une 3e place. OK. C'était 2 ou 3 places. Donc, ils m'ont accordé d'en faire juste 2. OK. Oui. OK. Et là, dans l'ensemble, ça s'est bien passé, là, mis à part que, c'est beaucoup d'adaptation puis d'apprentissage pour, dans le fond, pas si longtemps. Puis après ça, on sait qu'il faut changer de place ou revenir ou tout ça. Mais l'expérience comme telle, ça a été des belles expériences. Une super expérience. Oui, vraiment. Vraiment une belle expérience. Je garde encore aujourd'hui des amis qui vivent au Portugal, en Serbie, au Mexique. Des gens qui sont d'un peu partout avec qui on a étudié puis partagé notre intérêt pour les arts de la scène. Donc, c'était vraiment spécial de se retrouver tout le monde là. Moi, j'avais quand même l'avantage que ma langue maternelle était le français, puis j'étais dans des pays francophones.
Mhm. Parce qu'il y en a pour qui il y avait aussi cette barrière-là qui on doit apprendre le français en plus. Ouais, qui n'est pas de Donc, mince chose quand même. Là. exactement, qui n'est pas de mince chose. Donc, non, ça s'est super bien passé. C'était très agréable. Puis, ça a été vraiment une belle expérience culturelle. Tu sais, moi qui partais de Québec, qui arrivais à Montréal dans une métropole multiculturelle, puis qu'après ça, qui est allé vivre en Europe pour étudier avec des gens de partout aussi. Ça m'a vraiment permis là, d'avoir une ouverture sur le monde, puis d'apprendre des choses sur plein de cultures différentes. Puis au niveau de l'éducation, ben, c'était différent aussi. C'était intéressant de voir comment fonctionnait le système d'éducation en France, en Belgique. Tu sais, je trouvais que c'était un peu moins dans la productivité. Il y avait peut-être moins de travail, mais ça nous permettait d'aller plus profondément, moins de travaux différents, mais de pouvoir aller plus en profondeur sur un même sujet. OK. Donc, c'est peut-être aussi le principe de la maîtrise, là, cela dit, mais c'était vraiment intéressant. Ouais. Et ensuite, quand tu as eu terminé ton bac, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Oui, ma maîtrise à ce moment-là. Mm-hmm. Oui, dans le fond, je contemplais l'idée de rester en Belgique et de travailler là-bas. Donc, j'ai fait une demande pour un permis vacances-travail qui me permettait de travailler pendant 1 an en Belgique et d'explorer les rouages de mon métier là-bas. Donc, j'ai bien aimé l'expérience. J'ai travaillé pour quelques spectacles. J'ai pu voyager aussi pendant que j'étais en Europe, puisque j'avais accès à plein de vols et de trains facilement. Donc, ça aussi, ça a été super. Puis après, quand mon permis est arrivé à échéance, tu sais, c'est sûr que le travail d'artiste qui est à contrat faisait que c'était très difficile de faire renouveler un visa ou un permis de séjour, parce qu'en fait, c'est toujours, ben là, on va faire un petit spectacle de 2 mois. C'est pas comme quand tu as un employeur qui dit, ben je m'engage à embaucher cette personne. À long terme, là. À long terme. Donc, j'ai navigué un peu là-dedans pendant quelques mois, mais vite rendu compte que, bon, la lourdeur administrative me permettait vraiment de profiter de mon travail puis de la vie là-bas. Donc, je me suis dit, bon, je vais rentrer à Montréal. Puis, au final, tu es resté combien de temps? Je suis restée 3 ans et demi. Quand même, hein? Quand même, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien. Ça a vraiment été des années magnifiques. C'était quand même un petit deuil de quitter. Mm-hmm. Parce que là, j'avais comme tout développé une vie là-bas. J'avais des amis proches. Puis je suis encore en contact avec ces gens-là. Vite à ça, je suis retournée travailler des fois en Belgique pour un petit contrat d'1 mois ou 2, puis après je revenais à Montréal. Donc au début, j'ai gardé un peu ce lien-là. Puis tranquillement, ben le travail à Montréal est devenu de plus en plus présent. Puis j'ai commencé à développer mes propres projets aussi. Puis bon, la pandémie et tout ça, fait que maintenant je colle ici. Et ça a ressemblé à quoi le travail revenu ici? Oui, ben au début, j'ai fait beaucoup de conception d'éclairage. C'était un peu ma spécialité après mon bac. J'avais étudié dans le cadre de ma maîtrise sur l'expérience sensorielle des danseurs et des acteurs de spectacles, les expériences multisensorielles et tout ça. Je savais pas encore comment ça allait s'appliquer dans mon travail, mais là, je suis revenue à l'éclairage. J'ai fait plusieurs contrats, puis tranquillement, j'ai commencé à enseigner aussi comme chargée de cours à l'Université Concordia, puis à l'École nationale de théâtre du Canada, où en fait, j'agissais comme mentor à l'École nationale. Et on a commencé à m'engager aussi pour faire de la gestion de projet, être un peu plus en charge
de tout ce qui était organisation, logistique, production. Puis j'ai découvert que j'aimais beaucoup ce côté-là aussi. OK. Donc, c'est ça qui m'a amené tranquillement à me dire, OK, ben, je serais peut-être capable, puis peut-être que je prendrais plaisir à trouver du financement pour créer mon propre spectacle. OK. Et ça non plus, c'est pas rien, c'est une toute autre affaire, là. La création, puis la recherche de financement, on sait que c'est pas toujours facile. Non, en effet, je pense qu'il faut aimer un peu ça. C'est ça, hein? C'est que si on a le bonheur d'aimer ça, c'est comme... Ça aide. Ça aide. Puis, tu sais, définitivement, la maîtrise m'avait quand même aidé à développer, tu sais, des compétences de comment communiquer mes idées, comment synthétiser, comment aborder les choses, comment les présenter dans un ordre logique. Fait que je pense que ça m'a donné aussi, tu sais, j'ai toujours beaucoup aimé écrire, puis de suivre une logique de composition. Puis je dirais même qu'aujourd'hui, quand j'écris une demande de subvention, ça m'aide à comprendre qu'est-ce que je veux vraiment faire comme spectacle, le fait de devoir l'articuler. Donc ça, c'est intéressant. Puis quand j'avais fait quand j'ai écrit mon mémoire de maîtrise sur les sensations dans le spectacle et tout ça, c'est là, en fait, que j'ai réalisé à quel point le spectacle était un art visuel. Oui, hein? Parce qu'en fait, tu sais, l'origine étymologique du mot théâtre, théatron, tu sais, ça veut dire le lieu du regard. Puis, le spectacle aussi, c'est comme ça que l'on regarde. Donc je me disais, c'est quand même étrange que j'ai fini par faire un art très visuel, malgré le fait que je vis avec un handicap visuel. Donc, ça m'était comme jamais apparu avant. J'avais jamais réalisé de manière aussi concrète. Alors, ça a pris du temps, mais ça a comme fait son chemin dans mon esprit. Puis à un moment donné, je me disais, ben, est-ce qu'on pourrait créer une forme de spectacle qui serait accessible pour les personnes non-voyantes? Tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser au-delà de la relation visuelle qui prime entre le performant et le spectateur? Comment on peut communiquer le mouvement de la danse? Comment on peut communiquer le jeu du comédien? Donc, ça m'a travaillé. Puis, mais tu sais, moi, j'ai pas une formation de metteuse en scène ou d'autrice. Donc, je me disais, bon, je suis une conceptrice d'éclairage qui va me financer pour faire une recherche comme ça. Mais il y avait un projet pilote du Conseil des arts du Canada. Puis j'ai vu ça passer sur Internet. Puis c'était un programme pour permettre à un artiste qui vit en situation de handicap d'explorer, en fait, un projet de recherche. Fait que il n'y avait pas plus de contraintes. Mais je me suis dit, ben, peut-être que ça serait là pour moi une bonne porte d'entrée pour avoir une première subvention pour explorer. Ça pourrait être quoi les possibilités? Donc, parce que avant ça, excuse-moi, parce qu'avant ça, j'imagine, il y a eu, quelques projets qui incluaient des fois d'autres sens là que disons la vue c'est ça, que la vue. Oui, bien sûr. Ben tu sais, dans un spectacle, il y a toujours de la musique, il y a toujours tu sais, des décors. Bon, encore une fois, les décors sont visuels, mais tu sais, je viens du milieu des arts visuels, fait que j'étais aussi allée dans des installations immersives. J'avais vécu d'autres expériences. C'est sûr que bon, on est tellement habitué quand on a ce sens-là de la vue, de déchiffrer notre environnement, l'information avec nos yeux, que c'est comme si des fois les autres stimulations sensorielles complètent le visuel, tu sais, mais ils sont là, puis des fois ils sont même plus importants. Donc c'est sûr qu'il y avait tous ces autres langages-là qui étaient intéressants aussi dans tous les spectacles sur lesquels je travaillais. Mm-hmm.
Et là, bon, là tu as eu l'appel comme pour ce projet-là où c'était toi qui allais plus développer une façon justement d'inclure plus les autres sens? Exact, ouais. Mais je savais pas trop comment ça allait se développer, mais je me rappelle la question de recherche, c'était comment créer et communiquer la danse et le théâtre au-delà du visuel. Puis je m'étais dit, je veux travailler avec des artistes qui proviennent de différentes disciplines, que ça soit des danseurs, mais aussi des musiciens, aussi des gens qui conçoivent des environnements scénographiques, des gens qui font des décors. Puis je veux dans le fond, l'idée, c'était qu'on soit tous ensemble dans un studio, puis qu'on fasse des explorations. Puis le but, c'était pas de créer un spectacle à la fin de tout ça, c'était juste de voir c'est quoi les possibilités. Puis c'est comme ça aussi que je suis entrée en contact pour la première fois, avec la communauté des personnes vivant en situation de handicap visuel à Montréal. Parce qu'en fait, j'avais pas... Tu sais, moi, je suis toujours usagère à l'INLB, donc à l'Institut de réadaptation qui me permettait d'avoir mes aides visuelles, des lunettes appropriées, tout ça. Mais au point de vue du milieu communautaire, des activités qui existaient pour les personnes en situation de handicap visuel, des défenses des droits, tout ça, j'avais pas du tout. T'avais jamais fait affaire avec ces organismes-là pour toi-même, là? Non. Mm-hmm. Exactement. Donc là, tu sais, c'est sûr que quand on est étudiant aussi, on est un peu, on a le service d'aide aux étudiants en situation de handicap dans les universités, tout ça. Fait que on a des services un peu privilégiés, mais après, quand on se retrouve sur le marché du travail, ben là, j'avais jamais été en contact avec ces organismes. Mais dans le cadre de mon projet, je m'étais dit, ben, j'aimerais ça avoir le point de vue, avoir l'avis de d'autres personnes qui vivent avec d'autres handicaps. Puis moi, ben, je suis semi-voyante, tu sais, donc c'est sûr que je suis conceptrice d'éclairage à la base, donc je travaille avec les yeux tout le temps. Fait que je me disais, je pense que ça serait important aussi dans ma démarche de côtoyer des gens qui ont moins de résidus de vision que moi ou qui sont complètement non-voyants, qui pourraient me donner aussi leur point de vue sur eux, comment ils perçoivent les choses, c'est quoi leur expérience d'aller à des spectacles, qu'est-ce qui est intéressant ou pas. Donc, d'échanger à ce niveau-là. Puis c'est quelque chose qu'on a développé avec le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, avec le RAM, puis qu'on a. En fait, le projet, au début, ça a duré quelques mois, puis après, on a eu une autre subvention qui nous a permis de commencer à développer un spectacle. Puis après, on a eu une autre subvention qui nous a permis de finaliser le spectacle, mais le RAM nous a vraiment soutenus, puis on était en échange avec la communauté tout le temps pendant ces années-là, grâce au RAM. OK. Puis quand j'ai présenté le spectacle, c'est là que les autres organismes ont découvert mon travail aussi, puis que maintenant, on collabore avec plein d'autres organismes aussi. Mais à la base, c'était le RAM qui nous a soutenus dans cette démarche-là. Qui a fourni un peu là, j'allais dire de la main-d'œuvre, là, mais c'est des gens, dans le fond, qui ont accepté de partager un peu là, ce qu'ils en pensaient puis ce qu'ils trouveraient intéressant. Absolument. Mm-hmm. Nous, on les appelait, puis on les appelle encore comme ça, on les appelle nos experts. Parce que c'est comme des gens qui ont une expertise qui est vraiment propre à eux. C'est une manière unique de percevoir le monde, puis de percevoir l'art que les personnes qui voient, ben, ils n'ont pas cette sensibilité-là. Et est-ce que c'est venu quand même assez vite au cours de ces rencontres-là avec les experts de dire, bon, ben oui, on peut organiser quelque chose. Est-ce que ça s'est fait quand même assez spontanément? Est-ce que ça a été...
Oui, il y avait quand même un intérêt. C'est sûr que je pense que ça leur a pris un moment de comprendre qu'est-ce qu'on faisait. Mais même nous, tu sais, au début, on explorait, puis on savait. Au début, on se disait, on fait des explorations. On sait pas ce que ça va donner. Donc là, eux, il y avait de la manière à nous suivre un peu aussi là-dedans, mais tu sais, l'intérêt était là, les gens étaient généreux, puis ils nous donnaient vraiment des bons commentaires. Puis, à la fin de chaque année, on présentait une petite étape de travail, puis ça nous a vraiment permis d'avancer, d'avoir leur perspective là-dessus. Je me rappelle la première présentation qu'on a fait, on avait organisé une scène où c'était justement autour d'une table, puis les personnages discutaient, c'était une scène d'un repas, puis les spectateurs étaient assis à la table avec nous, mais les personnes non-voyantes nous ont dit, parce que nous, on se bandait les yeux, puis on trouvait ça bien excitant de vivre l'expérience d'un repas, les yeux bandés, mais eux nous disaient, nous, c'est ça toutes les fois. Oui. Fait que là, ça nous a amené à nous dire, OK, si on veut que ça soit un peu artistique, il faudrait qu'on soit pas dans une histoire du quotidien, mais peut-être que l'histoire qu'on raconte, fait qu'à un moment donné, on rentre dans la tête du personnage, jusqu'à un moment donné, le personnage il se retrouve en dessous de la table, puis là, on fait un bond dans le temps, puis on est dans sa cabane, dans son enfance, Fallait qu'on trouve une manière de transformer le rapport au lieu puis au temps pour que ça devienne un peu magique, que ça soit pas juste le repas de tous les soirs. OK, oui, mais c'est intéressant. Oui, c'était vraiment intéressant, ces réalisations-là. Puis on dirait qu'aujourd'hui, on dit, c'est évident, mais tu sais, il y avait nous, on a fait notre processus en tant qu'artiste voyant qui découvrait ça pouvait être quoi notre nouvelle méthode de travail, mais aussi de justement comprendre c'est quoi la réalité, perspective, puis les goûts de notre public cible. Fait que ça, c'est intéressant. Puis, on invitait souvent aussi des personnes de notre milieu artistique à expérimenter des scènes qu'on faisait. Puis, c'est intéressant parce que le retour des personnes non-voyantes était différent du retour des personnes voyantes. Oui, clairement. Il y avait peut-être pas nécessairement la même expérience de spectateur non plus. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont au théâtre tout le temps puis qui vont aimer des choses un peu plus avant-gardistes ou qui vont être habitués avec des propositions plus extravagantes, puis des gens qui sont peut-être plus habitués, eux, de se faire raconter des histoires dans les livres ou dans des films, vidéos décrits, là, c'était pas le même rapport non plus à c'est quoi la fiction, c'est quoi un univers fantastique. Donc, il y avait ça. Puis, c'est sûr que les spectateurs non-voyants étaient beaucoup plus à l'aise. Là, nous, on avait des sons, mais on était aussi dans le contact. On interagissait physiquement avec les spectateurs. Donc, les personnes voyantes, eux, ils portaient un bandeau, ils avaient les yeux bandés. Puis, ils se déplaçaient vraiment lentement parce que, il y avait tout ce côté-là de l'insécurité, de se retrouver tout d'un coup. Oui, il n'y avait pas cette habitude-là. Là. Mm-hmm. C'est ça. Donc, puis les personnes non-voyantes, elles nous disaient, nous, si la radio joue en fond, puis qu'il y a deux personnages qui ont une conversation par-dessus, eux, ils étaient capables de bien comprendre c'est quoi la conversation en radio, puis c'est quoi la conversation entre les deux personnages. Tandis que pour les personnes voyantes, là, ça fait beaucoup d'informations, mais en même temps, c'est distrayant, les personnes non-voyantes nous disaient, mais oui, c'est ça, c'est distrayant. Mais les personnes non-voyantes disaient, oui, mais nous, c'est ça, notre quotidien. Donc, on était comme constamment confrontés à, notre spectacle, on veut le faire pour les personnes en situation de handicap visuel, fait qu'on se basait sur leur sensibilité à eux. Parce que sinon, on aurait peut-être fait des choix différents. Clairement. Mm-hmm. Hey, mais ça amène, j'imagine, à un paquet de réflexions, puis de se mettre justement dans la peau de
de ces gens-là, puis de leur vécu au quotidien, là, dans toutes sortes de situations, là, aussi banales soient-elles. Ah oui, absolument. Absolument. Puis on jouait aussi avec beaucoup de stimulation sensorielle, que ce soit le contact physique, mais aussi les odeurs, les sons, puis les gens étaient comme surpris des fois de voir c'était quoi, qu'est-ce que ça ramenait comme souvenir chez eux, tu sais, parce que nous, on raconte une histoire, mais c'est pas que des fois les gens partent aussi dans leur propre vécu, leurs propres souvenirs, puis que les deux se chevauchaient là, dans leur expérience. Fait que c'est sûr que ça a été une belle aventure qui continue d'ailleurs. Le spectacle qu'on a créé avec cette merveilleuse équipe d'artistes qui s'appelle Camille, un rendez-vous de la visuelle. Puis on l'a présenté en 2019 pour la première fois. Puis là, en fait, on l'a adapté afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID-19. Fait qu'on a fait une version où il n'y a plus de contact physique, mais tout est dans le son, les odeurs, les perceptions sensorielles à travers les objets, des choses comme ça. Donc, c'est sécuritaire, mais on a eu la chance de présenter ce spectacle-là en tournée dans les maisons de la culture à Montréal cet automne. Puis, on a encore des dates au mois de mai qui s'en viennent. OK. Oui, la situation le permet. Puis, on est en train de développer tranquillement une production en anglais de ce spectacle-là. OK. Donc, on l'explore dans toutes les possibilités possibles, dans toutes les dimensions possibles. Puis, on en même temps, avec l'équipe créatrice du spectacle, on a entamé la création d'un deuxième spectacle qui en est vraiment là à ses tout débuts. Mais j'ai eu cette chance-là de tomber sur des collaborateurs qui sont devenus vraiment des passionnés d'accessibilité puis de la création pour les personnes non-voyantes. Puis c'est une chance pour moi de travailler avec cette même équipe-là. On a commencé en 2016, donc ça va faire 6 ans cette année qu'on travaille ensemble. Et est-ce que vous voulez aller chercher quelque chose de bien différent ou chercher d'autres mises en scène, d'autres... C'est quoi exactement? Oui. Ben en fait, avec Camille, on avait le rapport de un performeur par spectateur qui nous permettait vraiment de guider le spectateur. Il y avait un danseur ou un comédien qui pouvait guider le spectateur, interagir avec le spectateur. Fait que c'est un spectacle très intime qui était beaucoup dans la rencontre de l'autre. C'est sûr que là, pour le prochain projet, on aimerait essayer d'ouvrir puis d'élargir un peu le public, mais on invite le spectateur dans le spectacle avec nous. Donc, le spectateur n'est pas assis dans la salle, il est vraiment sur la scène, dans le décor. Fait que là, c'est de voir est-ce qu'on peut manœuvrer pour avoir, mettons, le même nombre d'interprètes, mais d'accueillir plus de personnes à la fois. Parce qu'à chaque fois qu'on présente le spectacle, on a juste 6 billets. Puis les gens nous disent, on aimerait bien vivre Camille, on aimerait bien assister. Mais c'est ça. C'est comme les places sont très limitées, ben ça part vite. Fait que là, on se dit, est-ce qu'on serait capable de garder cette dimension-là d'une œuvre immersive qui permet de faire vivre plusieurs sensations à des personnes non-voyantes ou des personnes voyantes qui ont les yeux bandés, mais d'avoir un plus gros groupe pour pouvoir le partager à plus de personnes. Fait qu'il y a ce côté-là. Puis sinon, c'est sûr qu'on a plein d'autres choses à dire aussi, puis on découvre d'autres personnages, d'autres histoires. Fait qu'on est déjà bien... on a ajouté à notre équipe, parce que pour Camille, dans le cadre de Camille, j'étais la seule artiste vivant en situation de handicap visuel. Puis là, je me suis dit, ça serait intéressant. Oui, on avait nos consultants, avec le RAM et tout ça, mais je me disais, ça serait intéressant d'avoir un autre artiste en situation de handicap dans l'équipe pour nous permettre d'approfondir un peu nos pratiques d'accessibilité dans le travail,
mais aussi vraiment pour avoir cette autre sensibilité-là, puis une autre perspective. Puis on a la chance de collaborer avec Vytautas Bučionis Junior, c'est un pianiste et compositeur. Donc, on va rajouter cet élément-là de la musique live au spectacle qu'on n'avait pas dans le premier spectacle aussi, avec lui au piano qui rebondit sur ce qui se passe, puis qui amène toute une belle couleur. Ben, c'est un ajout très intéressant. Absolument, absolument. Puis, Vytautas vient du milieu de la musique classique. Donc, je me demandais aussi, tu sais, au niveau de collaborer en équipe, tu sais, parce que nous, on échange des idées, puis tout le monde donne son opinion un peu sur tout, tu sais, puis je me disais, je sais pas si ça va être facile, tu sais, c'est pas facile pour tout le monde, là, ce travail-là d'échange, puis le travail d'équipe où tout le monde mêle un peu de tout. Mais finalement, c'est comme s'il y avait toujours fait partie de l'équipe. Ah, ben c'est super. Ouais, on est très emballés. Très, très content. Ben oui, parce que ce qui est emballant aussi, c'est que le spectacle Camille va encore pouvoir être vu aussi par ceux qui l'auraient manqué, là, dont moi. Ça fait que... Absolument. Absolument, il va continuer de vivre, on l'espère, de rejoindre les gens, oui. Et savoir qu'il y aura une autre production qui arrivera aussi incessamment. Ben oui, puis c'est le fun aussi parce que, bon, on a quand même fait un gros travail aussi de développement de public parce que, tu sais, je pense que c'est pas toutes les personnes non-voyantes qui vont avoir le réflexe d'aller assister à des spectacles. Tu sais, il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça, puis c'est bien correct aussi, mais il y en a qui se disent peut-être, ben, pas vraiment adapté à mes besoins. C'est pas vraiment intéressant pour moi. Ouais, qui pensent peut-être qu'ils vont manquer beaucoup d'éléments, là, peut-être. Ben, c'est ça. Fait que nous, tu sais, c'est important d'aller à la rencontre des gens et de leur dire, ben, nous, dans le cadre de notre spectacle, vous ne serez pas en situation de handicap. T'sais. Tout est fait, tout est conçu pour que vous soyez vraiment à l'aise. Puis pour pas que vous manquiez aucune partie du spectacle, que ce soit le décor, que ce soit, tu sais, si on a quelque chose à vous communiquer du décor, ben, vous allez pouvoir y toucher, vous allez pouvoir l'entendre. Donc, il y a comme ce côté-là. Fait qu'on a fait ce travail-là d'aller vers les gens pour leur dire, ben, essayez Camille, tu sais, vous allez voir que ça va être différent, ça peut être intéressant. Puis là, ben, on se dit maintenant qu'on a comme créé notre petit bassin de spectateurs. C'est le fun aussi de pouvoir leur proposer maintenant d'autres spectacles. Tu sais, maintenant qu'ils sont venus et qu'ils ont fait « Ah oui, on aime ça, ce format-là, les spectacles immersifs dans lesquels on peut nous-mêmes évoluer, puis suivre les personnages. » Donc, on se dit ça serait le fun de continuer à en offrir d'autres. C'est ça, parce que ça va se parler aussi, les gens vont en discuter entre eux, ils vont se dire, ben oui, c'est vrai, je suis allé, puis c'est vrai qu'on n'est pas en situation de handicap, puis ça va donner le goût à d'autres. Absolument, absolument, de le vivre, puis tu sais, pour nous aussi, on aimerait ça rejoindre les jeunes, tu sais, soit des jeunes adultes, soit des adolescents aussi, puis de leur faire découvrir, tu sais, ben, le théâtre aussi, ça peut être pour tout le monde, puis qu'est-ce que ça peut apporter aussi de vivre une expérience comme ça. Donc, c'est la rencontre, fait qu'on on a encore des envies aussi d'agrandir notre public puis de rejoindre d'autres personnes. Fait que ça nous motive à continuer. Et ben c'est sûr qu'on va en entendre parler à travers les différentes sources de diffusion là, dans le monde des handicapés visuels. Alors, j'ose croire que ça va rejoindre encore plus un plus grand public et plusieurs tranches d'âge là, avec le temps. Je l'espère, oui, je l'espère.
Et toi, Audrey-Anne, si on revient un petit peu à toi, on parlait de pandémie, tout ça, est-ce que la pandémie, ça t'a beaucoup affecté? Est-ce que tu as réussi quand même à... on parlait de la technologie tantôt, est-ce que c'est quelque chose quand même qui te plaît pour pallier peut-être aux rencontres en présentiel? Comment tu t'en sors? Sûr. Ben oui. Une chance qu'on a ça quand même, pour rester connecté. Une chance qu'on a ça, on est bien chanceux. C'est sûr que bon, moi qui ai passé comme 3 ans avant la pandémie à développer un spectacle qui nous permettait de rentrer en contact physiquement les uns avec les autres. Je pense que c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup comme être humain. J'aime ça, le toucher, tu sais. J'aime ça toucher les gens, j'aime ça aller à la rencontre des autres. Fait que ça, c'est difficile, c'est sûr, pendant la pandémie. Mais nous, heureusement, dans le milieu artistique, c'est depuis la reprise de l'automne 2020, on a le droit de répéter, même si les théâtres sont fermés, même si on n'a pas le droit de présenter des œuvres dans les conditions idéales. On peut quand même travailler, en tout cas nous, c'est pour ça qu'on a commencé à développer un nouveau spectacle, parce qu'on s'est dit, ben on va prendre ce temps-là pour comme retourner nous en recherche, puis travailler ensemble. C'est comme pas un temps où on peut faire là, tout ce qu'on ferait normalement. Là. On peut pas faire de présentation devant le public, tout ça. Bon, même si le fait de travailler en présentiel dans des répétitions, ça amène un stress. Avec la COVID, bon, on porte le masque, on fait attention. C'est sûr qu'il y a toujours une peur de le ramener à la maison, mais en même temps, je me dis, je pense que ça a beaucoup aidé ma santé mentale de pouvoir continuer à travailler avec des gens de temps en temps, c'est entre les rencontres virtuelles. Oui, c'est ça. Hein, c'était pas comme c'était pas autant qu'on aurait voulu, mais il y a quand même eu assez de contacts pour justement pouvoir garder, comme tu dis, une santé mentale intéressante. Oui, absolument. Puis, tu sais, on l'a présenté, Camille, 15 fois cet automne. OK. Ce qui nous a permis de rencontrer, de retrouver le public. C'est sûr que là, c'était dans une version différente, adaptée, tout en sécurité. Mais les gens, tu sais, avoir le retour aussi des gens qui nous ont dit que, bon, c'est une expérience qui les a transformés ou qui les a fait voyager ou qui leur a permis de vivre des belles choses, ben nous, ça donne un sens aussi à ce qu'on fait parce que, bon, c'est créé pour nous en petit cercle fermé. C'est satisfaisant, mais le but, c'est quand même de partager tout ça avec le public puis de savoir que ça fait du bien aux gens. Puis que c'est ça, le résultat. Ça amène ailleurs. Mm-hmm. Oui, c'est ça, le résultat. Ça fait réfléchir. Les gens sont sortis de leur zone de confort, mais ils ont vécu des choses intéressantes. Donc, oui, c'est pour ça qu'on le fait à la base. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais c'est merveilleux. Est-ce que il y a autre chose que tu voudrais nous dire aujourd'hui ou si on a fait un bon tour de ta personne? Est-ce que... Oui, mais je pense qu'on a fait un bon tour. Merci pour cette belle entrevue. Tu avais des bonnes questions. Ben, écoute, oui. De faire ce voyage-là de ma naissance à aujourd'hui. Mais ce que je retiens, moi, de ça, c'est qu'il y a encore beaucoup je vais utiliser le mot voir, hein, c'est pas un mot que je m'empêche d'utiliser. On a encore beaucoup à voir et à vivre, disons vivre, tiens, avec tes différents projets. Donc, j'invite les gens là à, quand vous allez entendre parler des projets d'Audrey-Anne, ben, donnez votre nom, hein, puis puis moi aussi, là, ça m'inclut. Moi, je vais y aller, moi aussi, là, la prochaine fois. Ben, c'est super. On cherche toujours des gens pour venir assister à nos répétitions. On passe souvent encore par le RAM, qui est encore un super partenaire. On travaille aussi à organiser des groupes pour venir assister au spectacle avec le hub de l'INCA. Oui.
Et puis, oui, et puis, il me semble que ça m'a fait penser à quelque chose que j'avais envie de dire. Oui, en fait, nous avons un site Internet Ah, voilà, OK. Qui regroupe les dates de nos prochains spectacles, la description de nos spectacles, puis il y a aussi des bandes annonces audio. Tous les crédits du spectacle sont là en version audio. Il y a des capsules audio qui permettent aussi d'en apprendre plus sur comment se déroule le spectacle. Donc, le site il est entièrement accessible aux personnes qui utilisent la synthèse vocale également. L'adresse, c'est le www.au-delà du visuel, donc AUDELAVISUEL.com. C'est assez simple. Ben oui, et c'est super. Ça va permettre aux gens, justement, d'aller s'informer puis de se tenir à l'affût de ce qui s'en vient, probablement. Ça fait que c'est merveilleux. Exactement. Puis si vous avez des questions, il y a même un formulaire de contact, quand même le site. Vous pouvez nous écrire puis nous envoyer des questions. Voilà. Une demande d'information, puis vous allez leur répondre. Absolument. Ben c'est super. Un gros merci, Audrey-Anne. Moi, ça a piqué ma curiosité aussi. Ça fait que c'était ça aussi, hein, le but, c'était de te faire connaître, de faire connaître les projets. Ça fait que... Ben, merci beaucoup pour l'invitation, Martin, puis merci pour ce beau travail de faire découvrir plein de personnes inspirantes. J'ai vraiment envie d'aller en lire plus, puis en écouter plus sur tous les gens aussi qui sont passés à ce micro avant moi. Ben, comme je l'ai toujours dit, hein, c'est les gens qui acceptent de participer et qui font en sorte que le projet grossit, puis que ça fait maintenant 5 ans qu'on fait des entrevues comme ça. Alors, tant que les gens vont accepter, le projet va grandir. Ben, merci en tout cas pour ton travail. Bien, un gros merci pour ton travail aussi. Parfait. Ben, merci encore. Bonne fin de journée. Bonne fin de soirée. Au revoir. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!